Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, les agriculteurs de la région de la Capitale-Nationale se mobilisent. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec toujours en négociation. Des investissements majeurs annoncés pour le train de Charlevoix. La Sûreté du Québec présente le mois de la prévention de la fraude. Michael Pilote fait le tour des dossiers concernant Baie-Saint-Paul. Et l'authentique cabane du domaine à Ligorie nous ouvre ses portes. Bonne émission! Une centaine d'agriculteurs et d'agricultrices de la grande région de la Capitale-Nationale se sont mobilisés ce vendredi 15 mars pour faire entendre leurs revendications auprès de la députée Karianne Bourassa. La mobilisation a débuté à Clermont pour se rendre jusqu'au bureau de la députée à Lamalbaie, où une conférence de presse a été organisée. J'y ai rencontré Yves Laurencel, président de l'UPA pour la Capitale-Nationale et Côte-Nord, ainsi que Gabrielle Cadieux-Gagnon, agricultrice et repreneuse de l'entreprise familiale aux éboulements. Voici ce qu'ils avaient à dire. Hey, écoutez, avant de commencer, je veux vous dire, pour prendre les mots d'un grand premier ministre du Québec, pour reprendre ses mots, j'aurais jamais pensé être aussi fier d'être le président de la Fédération de la Capitale-Nationale Côte-Nord qu'aujourd'hui, parce que vous avez répondu présent et je suis fier de vous. Si on avait été la filière batterie, ben donc si on avait été un club de hockey professionnel, peut-être qu'on aurait eu droit à un véritable financement pour notre ministre de l'Agriculture puis le ministère de l'Agriculture. Le gouvernement, là, il n'a pas eu honte de déverser des millions de dollars pour ajuster le budget. Il a eu honte. Il s'est caché pour ajuster notre budget. On n'a même pas 1% du budget du Québec. On est à 0,79 du budget total. Le budget du Québec, 134,5 milliards de dollars pour 1,25 qui va à l'agriculture. Ça marche pas, ça. Il se devait d'augmenter le budget en agriculture parce que d'année en année, l'agriculture puis le MAPAC, avec la financière agricole, n'arrête pas de perdre du poids. Puis nous autres, les producteurs agricoles, c'est nous autres qui en souffrent. On a l'impression qu'aux yeux du gouvernement, nourrir le Québec, c'est pas assez là pour mériter notre juste part du budget. Comme si nous étions acquis pour le gouvernement. Ça m'amène à me poser une question, puis posez-vous-la vous autres aussi. Il y a des journalistes ici aujourd'hui. Moi, j'ai pas la chance de parler à M. Legault. Mais vous autres, vous avez la chance de l'interpeller avec vos médias. Posez-lui la véritable question. Est-ce que M. Legault croit véritablement à l'agriculture du Québec? Aujourd'hui, notre cri du cœur, nous le lançons au premier ministre François Legault. Il était fier de parler d'autonomie alimentaire pendant la pandémie. Maintenant, on va lui parler de survie agricole. Puis on va espérer que le message de Charlevoix aujourd'hui, il se rende jusqu'à l'édifice Honoré-Mercier, dans sa tour de bronze. Puis oui, l'agriculture a déjà connu des meilleurs jours, où que la rentabilité était au rendez-vous, puis que la relève pour assurer la continuité de la ferme. Malheureusement, on constate aujourd'hui qu'il y a un recul important. Depuis plus de 2 ans, c'est encore pire et le revenu de nos producteurs est en chute libre. Un recul qu'on retrouve à 1938. Pensez-vous que c'est normal de reculer avant la Première Guerre mondiale? Écoute,
comme j'ai dit tantôt d'entrée de jeu, je ne pouvais pas être plus fier que ça. Écoute, c'est une fierté de représenter ces producteurs-là. Quand tu fais une mobilisation, puis qu'ils sont derrière toi, sont là, puis ils répondent présents, puis sont impliqués, tu peux pas te sentir mieux que ça. Est-ce qu'on a le nombre de... Écoute, tantôt TVA, on dit une centaine, mais je vous le dis, là, on est tout près de 200. On est tout près de 200 Et là, il y producteurs. avait une autre mobilisation qui se passait en même temps. En même temps, sur la Côte-Nord, parce qu'on le fait ensemble, simultanément, parce qu'on est deux régions. On est une grande région, Capitale-Nationale et Côte-Nord. Fait qu'on a dit, nous, il y avait 2 députés qu'on ciblait, fait qu'on a ciblé les 2 députés. Fait que... On l'a fait en même temps, mais c'est vraiment... Ça démontre la mobilisation du territoire. Tu sais. La Côte-Nord est aussi solidaire de Charlevoix, Québec, puis Québec est aussi solidaire de la Côte-Nord. Et toutes les réalités sont différentes, mais ils se rejoignent. Ils se rejoignent toutes. Au bout de la ligne, ils se rejoignent toutes. Oui. C'est ça. Justement, vous êtes venu rencontrer la députée cet après-midi. C'est quoi vos attentes? Bien, nous, ce qu'on vient y demander aujourd'hui, on vient demander d'appuyer M. Lamontagne pour que M. Lamontagne, sa voix soit portée plus forte envers M. Legault et envers M. Girard, pour que... Parce qu'on le sait, là, ce gouvernement-là, là, il est mené par Legault, Fitzgibbon puis Girard. C'est eux qui mènent le bat, puis ils envoient ce qu'ils veulent, ils saupoudrent ce qu'ils veulent partout. Fait que moi, ce que je dis, c'est que Mme Bourassa appuie M. Lamontagne pour que M. Lamontagne ait les coups de franche pour régler les problèmes en agriculture. Tu sais, pour aider, pour qu'on puisse enfin, une fois pour toutes, régler, bien pas régler tous les problèmes, mais au moins qu'on soit capable d'avancer dans la bonne direction. Parce que plus qu'on s'appauvrit, moins qu'on est capable de sortir la tête du trou. Fait qu'il faut, là, il faut arrêter de s'appauvrir, il faut avancer. Si ça bouge pas, on s'en va vers quoi? Bien écoutez, il y a déjà 6 faillites dans la région, là. Depuis 6 mois, il y a 6 fermes de fermées dans la région, là. Fait que si ça continue, c'est la réalité agricole de Charlevoix qui s'en va. Puis si M. Legault souhaite poursuivre le statu quo, je vous confirme qu'en 2026, on va se souvenir, et oui, la CAQ va gagner, mais la CAQ, ça va être la coalition des agriculteurs du Québec. Une des phrases qu'on répète tout le temps, c'est « notre faim sera votre faim, FAIM », tu sais, puis c'est un peu ça, là, tu sais, je veux dire, on rêve de souveraineté alimentaire, on rêve de pouvoir produire nous-mêmes. Tu sais, on produit 30 de ce qu'on consomme dans le bœuf ici au Québec, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens, tu sais, puis tout ça, c'est dû à une surconsommation, c'est dû à une société dans laquelle la société dans laquelle on est. Fait que je pense qu'il va falloir collectivement prendre une décision de dire qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est pas juste au niveau de la ferme qu'il faut que ça change. Ben non, c'est tout le monde, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste le gouvernement non plus, là. Le gouvernement, c'est nous autres qui l'élit, là. À un moment donné, si on n'est pas d'accord, puis que tout le monde, avocats, notaires, médecins, disent ça marche pas, on réglerait une partie des problèmes si on était souverain alimentaire, si on était fiers des produits qu'on produit au Québec, si on se nourrissait adéquatement, si on était certain que les produits qui sont mis, parce que nous, on en a des normes au niveau environnemental, puis des normes au niveau de la Santé Canada qu'on ne peut pas mettre, mais après ça, qu'est-ce qui est toléré dans les autres pays dans lesquels on importe à bas prix, puis qu'on met sur nos tablettes, puis qui viennent nuire, on se cannibalise d'un bord puis de l'autre. On dit la santé, la santé, la santé. C'est vrai que la santé, elle a besoin d'argent, puis il faut investir dans notre santé. Mais quand tu manges des produits bourrés d'herbicides ou d'insecticides ou de quoi que ce soit, qui ne rencontrent pas les normes que nous, on applique nous-mêmes dans notre région, mais vous voulez faire quoi? On empoisonne notre monde. C'est pas ça qu'on veut. Nous, au Québec, on veut pas ça parce qu'on travaille avec les normes les plus sévères dans le monde. Le Québec a toujours eu les normes environnementales les plus sévères dans le monde. Puis tout ce qu'on veut, nous, c'est nourrir, pas humblement, mais normalement, puis avec les meilleures qualités possibles, avec les produits de meilleure qualité possible, les Québécois et les Québécoises. Là, on est en train de perdre la masse critique de l'agriculture. Il va rester tout le temps des petits guerriers qui vont continuer à le faire. Mais ces guerriers-là, ils ont besoin de la masse critique. Moi, quand je pense à ma production, mettons, qui est plus marginale, puis que les gens pourraient dire comme moi, mais toi, tu vas y vendre pareil, tes produits. Oui, mais moi, j'ai besoin du vétérinaire, puis j'ai besoin d'avoir de la nourriture à proximité, puis j'ai besoin des agriculteurs qui sont en santé autour de moi, oui, d'un abattoir, mais là, ça, si on rentre là-dedans, ça, un abattoir, il devrait en avoir dans chacune des régions, comme il y a des hôpitaux dans chacune des régions, comme il y a des CLSC dans chacune des régions, comme des écoles dans chacun des villages, les villes et villages. Puis, tu sais, ça devrait même pas être... Les études qui dépensent actuellement qui demandent si c'est pertinent de mettre un abattoir, puis si l'abattoir va être rentable, je le dis déjà, c'est comme un département d'entretien ménager dans un hôtel, ce ne sera jamais rentable, mais c'est le reste qui l'absorbe. Je veux dire, ça fait partie, c'est nécessaire. T'sais. Fait que je pense qu'on a un moratoire à faire, puis il va falloir que tout le monde s'assoie autour de la table, puis pas juste le ministre de l'Agriculture, mais les autres ministres aussi,
puis le premier ministre, puis il va falloir que ça vienne du bas, puis pas juste des agriculteurs. Des gens qui se nourrissent 3 fois par jour, puis qui prennent des décisions, tu sais. Qui, quand ils arrivent devant un étalage, acheter, c'est voter. Achetez-le pas. Il est moins cher, c'est pas grave, je vais prendre le plus cher à côté qui vient d'ici, tu sais. Exactement. Fait que je pense que c'est par là que ça passe, c'est que tout le monde doit y mettre du sien. Puis je pense qu'on est vraiment rendu pour que les agriculteurs qui travaillent genre comme des fous sortent, puis genre trouvent des remplaçants sur leur ferme, se lèvent à 4 heures du matin pour aller traire leurs vaches parce que genre ils vont pas être là à 7 heures parce qu'il faut qu'ils montent avec des tracteurs pour faire un convoi, sortent, c'est parce que ça va pas bien pantoute. C'était la semaine de la santé et sécurité des agriculteurs et Oui. agricultrices du côté de la CNSST. La santé mentale, on en parle-tu assez dans le milieu? On n'en parle pas assez. La santé mentale, c'est extrêmement important. Puis tantôt, il y a quelqu'un qui me disait, Yves, on te sentait émotif pendant ton discours tantôt. Oui, c'est émotif pour moi parce que moi, là, j'en fais une fierté, j'en fais un honneur d'être nommé le représentant des agricultrices et agriculteurs de la grande région de la capitale nationale Côte-Nord. Mais moi, j'ai toujours été accessible pour eux. Mais moi, ces productrices, ces producteurs-là, ils m'appellent. Puis des fois, ils m'appellent, puis c'est pas toujours joli ce que j'entends. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un producteur dans une étable. Il m'attendait, il tient à me voir, il dit à l'étable, on jasait, il voulait pas être avec sa famille. Écoute, la personne, il pleurait, la chaude larme. Là. Je suis pas psychologue, moi, mais je l'ai écouté. J'ai fait du mieux que je peux. Mais c'est une pression que je prends, ça. C'est une pression que je suis pas. Puis je veux les aider. Puis, tu sais, on essaie de trouver des solutions pour eux autres, puis les diriger vers les bonnes personnes pour les accompagner. Mais la santé psychologique, là, elle est énormément éprouvée présentement avec les agriculteurs au Québec. Et il y a dans notre tellement région. de travail qu'on C'est ça. met ça de côté. C'est ça, on met ça de côté. Oui, bien, merci beaucoup, M. Laurentiel. Toujours un plaisir. Alors que la CAQ présente un budget lourdement déficitaire, le personnel infirmier représenté par la FIC est toujours en négociation. J'en discute avec la vice-présidente du secteur Charlevoix, Jeanne Campeau-Devline. Jeanne Campeau-Devline, bonjour. Bonjour. On s'est rencontrés à la fin novembre dernier sur la ligne de piquetage à la Malbaie. Ça faisait déjà à l'époque plus d'1 an. Il me semble qu'il n'y avait pas de convention collective de signer pour les membres de la FIC. Là, on est en mars 2024. Il n'y a toujours pas de convention collective. Les négociations ne sont pas terminées. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu, là, bon, c'est quoi les revendications là, déjà de vos membres? Oui, en fait, nos revendications, elles sont multiples. Oui. Mais l'une de nos principales revendications, c'est au niveau de la conciliation travail-famille. Oui. Pour nos professionnels en soins. Parce que on le voit que c'est très problématique là, au niveau de... Au niveau de l'aménagement des horaires de travail. Exactement. Au niveau de l'aménagement des horaires de travail, on a quand même... Il ne faut pas oublier qu'on est des professionnels en soins qui travaillons 24/7, souvent une fin de semaine sur 2. Donc, au niveau de la conciliation travail-famille, c'est pas toujours évident. Oui. Et le fameux temps supplémentaire obligatoire aussi, là, qui est... C'est ça, effectivement. C'est un enjeu important. Effectivement, on rajoute à ça le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire qui sont des réalités quotidiennes de nos professionnels en soins et qui ajoutent en fait à la lourdeur des horaires, au fait de travailler de soir, de nuit, une fin de semaine sur 2. Donc, ce qu'on cherche à avoir, oui, effectivement, ça serait des aménagements de travail, des aménagements d'horaires qui permettraient aux professionnels en soins de souffler peut-être un peu plus. Et tout ça dans le but de rendre la profession plus attractive, puis à retenir. Mais là, on a comme un cycle, là, parce que là, est-ce que c'est possible de réaménager tout ça en ayant cette pénurie de main-d'œuvre-là qui est si importante en même temps? Oui, on a le sentiment fort que c'est possible de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a des horaires qui sont difficiles, une conciliation travail-famille qui est difficile, bien, ça peut mener plus facilement à des épuisements professionnels. Et donc, on a quand même la prétention, et on pense ne pas se tromper là-dedans en disant que si on nous permet d'avoir des plus beaux horaires qui nous permettent de voir notre famille davantage,
Bien, à ce moment-là, on va peut-être diminuer aussi ce taux d'invalidité-là qui... Parce qu'il y a une partie de la pénurie de main-d'œuvre, finalement, qui est liée à ça, là, à l'épuisement professionnel. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Au départ, même au changement de profession. C'est ça, exactement, tout à fait. On a quand même une pénurie de main-d'œuvre qui est en partie, pas complètement, mais en partie reliée au fait que nous avons des professionnels en soins qui sont en invalidité et d'autres qui quittent tout simplement aussi. Hein. On le sait, on a une profession où le taux de départ dans les premières années est très élevé, justement parce que cette conciliation travail-famille est difficile. Il y a un intérêt pour la profession, mais rendu sur le terrain, la réalité fait quitter les gens. Parmi les revendications, bon, bien sûr, salaire, retraite, on a parlé du TSO, les ratios, mais quelque chose d'important aussi, il faut mentionner, là, vous couvrez de Portneuf jusqu'à Charlevoix. Là-dedans, on a la capitale nationale, la grande ville, les villages. La disparité régionale, c'est un point important pour vous aussi. Là. Oui, tout à fait, parce que c'est certain, comme vous le dites, moi, spécifiquement, je représente autant Charlevoix que Portneuf, donc vraiment nos deux régions dans la capitale nationale. C'est sûr qu'en région, la pénurie de main-d'œuvre, elle est plus marquée. Elle existe aussi dans les milieux urbains, mais elle est plus marquée en région. Et donc, notre bassin de personnel diminue quand même. Ce qui a mené à, on en parlait avant l'entrevue, à la fermeture même de certains blocs. Là, absolument, absolument. Malheureusement, mais comme vous le mentionnez, on a eu la fermeture de l'obstétrique là, ici dans Charlevoix pendant un certain temps dû à une pénurie d'infirmières. Donc, qui a malheureusement mené à la fermeture du service qui, je pense, de manière temporaire, était nécessaire. Mais c'est ça, donc il faut justement, puis c'est là qu'on voit l'importance. Si on veut continuer à avoir nos services, surtout dans les régions, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir une profession qui va être attractive et qui va retenir ses professionnels en soins. Et ça passe par des bonnes conditions de travail, par une bonne conciliation travail-famille, par des ratios personnels, professionnels, patients qui sont respectables. Et il y avait aussi une reconnaissance de l'expertise. Oui, c'est ça. Qui est recherchée. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un autre des points qui est toujours en négociation, c'est cette reconnaissance de notre expertise. Parce qu'on sait que le gouvernement voudrait forcer une certaine mobilité entre différentes spécialités là, pour pouvoir, en fait, combler des besoins dans différentes spécialités. Par contre, que tout le monde soit mobile, finalement, interchangeable d'un service à l'autre, d'une spécialité à l'autre. C'est ça, exactement. Et ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a quand même certains déplacements qui se font déjà de manière volontaire là, à certains endroits. C'est un type d'emploi en tant que tel. Oui, si je donne l'exemple ici, on a des infirmières de l'urgence de la Malbaie qui, des fois, vont volontairement aider à l'urgence de Baie-Saint-Paul parce qu'à ce moment-là, il y a un manque de personnel. Là où on n'est pas d'accord, c'est que ces mouvements-là se fassent de manière obligatoire et en ne respectant pas nos spécialités. Par exemple, moi qui suis une ancienne infirmière en obstétrique, j'aurais de la difficulté à aller travailler à l'urgence sans formation, du jour au lendemain, comme ça, parce que je ne suis pas spécialisée là-dedans. Et il y a aussi la question des distances, parce qu'on parlait de disparité régionale, il y a aussi la question des distances. Si jamais on nous dit que l'urgence de la Malbaie devient fusionnée avec l'urgence de Baie-Saint-Paul, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais c'est ce qu'on craint éventuellement. Ça complique quand même les choses. On a quand même un bon 45-50 km de distance entre les deux pour une maman qui doit aller porter son enfant à la garderie, son autre enfant à l'école, qui doit se rendre au travail. Le territoire est immense. Le territoire est immense. Et avec l'approche de ce qui était l'ancien projet de loi 15, là, qui est la création de cette agence Santé Québec, c'est aussi ce qu'on craint, que nos spécificités régionales ne soient plus reconnues autant que... en tout cas, considérées là, dans l'équation. C'est ça, qu'elles ne soient plus considérées dans... Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des propositions de fait depuis qu'on s'est vu en novembre dernier? Y a-t-il du vouloir dans tout ça où on piétine? Il y a certainement du mouvement à la table de négociation. On avait nommé aussi un conciliateur qui, je pense, a quand même aidé pour l'instant à la table de négociation. Donc il y a certainement des avancées qui sont en train de se faire à la table de négociation.
dont on n'est pas toujours au courant des fins sait détails. Pas les détails Et c'est tout à fait normal. oui. Là, la négociation, elle se fait à la table de négociation. Mais on souhaite grandement bientôt avoir un dénouement. Oui, on se le souhaite, bien sûr. Lors de la présentation du budget déficitaire de 11 milliards, disons-le, par la CAQ cette semaine, le ministre Legault a clairement mentionné que les négociations avec le personnel scolaire étaient en partie responsables là, de ça, que tout le monde allait devoir faire sa part pour éponger ça. Dans quelle situation ça vous place, vous qui êtes encore en négociation? Comment vous réagissez à cette espèce de culpabilité-là qui est installée? Oui, c'est sûr. Bien, je pense qu'effectivement, vous parlez de culpabilité, puis c'est quand même intéressant parce c'est ça, effectivement, on met ça sur le dos des travailleurs du secteur public. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement céder à cette culpabilité-là parce que je pense que nos professionnels en soins méritent la reconnaissance, même salariale. On parle beaucoup de conditions de travail, puis c'est majoritairement ce qui est important, mais la rémunération l'est aussi. Oui. Et on a quand même un certain manque à gagner, à récupérer, à rattraper. Donc, je pense qu'il ne faut pas embarquer nécessairement dans cette culpabilisation-là et aller chercher les gains qu'on pense que nos professionnels en soins méritent. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des actions qui s'en viennent du côté de la FIC, d'autres grèves, sinon, là, qui sont prévues là, au courant des prochaines semaines? Pour l'instant, au niveau de la grève, on a toujours notre mandat de grève, mais de ce que la FIC nous a indiqué, là, il n'y a pas de date de prévue d'autres grèves pour l'instant. On a par contre un rassemblement ce samedi à Québec. Oui, le 16 mars, c'est ça, samedi le 16 mars là, à Québec. Un grand rassemblement de professionnels en soins pour démontrer qu'on est toujours mobilisés à aller chercher des bonnes conditions de travail. Pour nous, mais pour nos patients aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est intimement lié. Ah, mais c'est public, hein? C'est ça. Ça joint directement les gens. Exactement. Et c'est ce qu'on dit souvent, hein? Nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Et c'est vrai, c'est intimement lié parce que avec la surcharge de travail qu'il y a au niveau des infirmières, avec les horaires qui sont très difficiles et avec le départ massif quand même d'infirmières, surtout dans les premières années de pratique, on a des réelles inquiétudes pour les soins à la population dans l'avenir. Et donc, pour nous, d'avoir des meilleures conditions de travail, pour avoir cette attraction et cette rétention de nos professionnels, c'est aussi travailler à ce que la population ait les meilleurs soins possibles, des soins de qualité et des soins sécuritaires aussi. Important de le mentionner. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des dates de rencontre à la table de négociation qu'on connaît aussi pour d'éventuelles propositions à vos membres? Bien, c'est sûr que nous, les rencontres à la table de négociation là, se font à toutes les semaines. Là. Toutes les semaines, il y a des rencontres. Là, oui, c'est ça. Notre comité de négociation a des rencontres régulièrement. On leur fait bien confiance. Donc, on devrait avoir des nouvelles aussi sous peu là, sur l'évolution à la table de négociation. Nous avons, entre autres, un conseil fédéral la semaine prochaine. Donc ce sera à suivre. Des nouvelles. Bon, bien, on suit tout ça de près. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et on espère ne pas se revoir pour se poser les mêmes questions. Exact, oui. Merci beaucoup, Mme Carpenter. Merci à vous. Merci, Mme Duchesne. Lundi 11 mars dernier, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, annonçait une subvention par décret de 4,2 millions de dollars pour l'organisation du train de Charlevoix. Voici notre reportage. Salutations, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre des Transports, Karianne, députée de Charlevoix, Caroline, qui est là, Caroline Desbiens aussi, députée de Charlevoix, Ottawa, Monsieur Claude Choquette, président du groupe Le Massif, David Blair, président du chemin de fer Charlevoix, Charles-Antoine Choquette du groupe Le Massif, Mme Odile Comeau, évidemment, ma préfète de la MRC de Charlevoix-Est, mes collègues maires, mairesses, il y a quand même pas mal de monde qui sont ici, là, et ça reflète bien le trait d'union du train de Charlevoix qui va de Québec jusqu'à la Malbaie. Les gens de la côte sont là, de Charlevoix sont là.
est d'ici. Et évidemment, je ne pourrais pas oublier de souligner la présence, évidemment, de mon amie Nancy Bellé, qui est la directrice du chemin de fer de Charlevoix. Un nombre rarement vu de maires et de représentants de la communauté assistait, le lundi 11 mars dernier, à l'annonce d'un important investissement dans le transport ferroviaire dans la région de Charlevoix. L'annonce d'aujourd'hui fait suite, et là, je vois Claude qui est ici, que je croise dans divers événements. Claude qui est aussi dans la Fondation du Musée de la Civilisation et dans toutes sortes de choses. Donc, les gens de Québec, on se croise d'un événement à l'autre. Et Claude nous a appelés il y a quelques mois maintenant pour nous dire, écoute, on a besoin d'aide pour le train de Charlevoix. Personne ne veut qu'on mette en péril la pérennité, je le disais, du train de Charlevoix. On veut s'assurer qu'il va être sur les rails, sans jeu de mots. Mais en fait, oui, avec jeu de mots, qu'il va être sur les rails pour l'été 2024 et pour la suite du monde, pour notre belle région. Alors, il nous a appelés, il dit, il faut trouver une solution ensemble. Et là, je disais tout à l'heure, c'est un bel exemple de dégourdissement gouvernemental. Tu sais, des fois, on peut penser que des choses sont longues. En fait, c'est vrai que des fois, c'est long. Mais ça, c'est un bel exemple de dégourdissement gouvernemental. J'ai appelé Karianne, j'ai dit, trouvons une solution à ce problème-là. Évidemment, Karianne qui m'aide toujours beaucoup dans les dossiers ici. Et donc, comme on dit, on s'est viré de bord au ministère des Transports et on a trouvé une solution qui nous permet aujourd'hui de venir confirmer une subvention, un investissement, un soutien financier de 4,2 millions de dollars pour le train de Charlevoix. Le chemin de fer de Charlevoix, une entreprise appartenant au groupe Le Massif, est propriétaire du tronçon de 148 km de voie ferrée reliant Québec à la Malbaie. Son président, David Blair, croit que cette annonce permettra de développer son entreprise. Cette annonce rappelle également le potentiel remarquable d'une des dernières chemins de fer privés au Québec. Ainsi, la vision ambitieuse que nous partageons pour son avenir, cette vision inclut notamment le renforcement de la connectivité entre la capitale nationale et Charlevoix. Nous avons les projets de se rendre jusqu'aux gares du Palais, de connecter. Nous avons des projets d'augmenter la vitesse du train pour que le temps de passage soit raccourci. Et nous avons toutes les idées de transport collectif. Nous avons une grande... Puis en plus de transport de marchandises, qui est un autre sujet qui nous intéresse beaucoup. Pour la directrice générale de Train de Charlevoix, Nancy Bellé, cette annonce assure une certaine pérennité au train touristique. Je voudrais en premier lieu saluer l'équipe de la ville de la Malbaie qui nous accueille dans ce magnifique endroit. C'est toujours un plaisir de passer du bon temps en compagnie du maire de la Malbaie, mon ami Michel Couturier, bien entendu. Petit clin d'œil. Je veux évidemment remercier le gouvernement du Québec pour son support et sa confiance envers le milieu ferroviaire. Le geste d'aujourd'hui montre votre volonté de garder une expertise régionale vivante. Je suis d'ailleurs particulièrement fière de l'acquisition potentielle d'un 4e train qui nous permettra d'atteindre la vision de pérennité. Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. Pour l'occasion, la Sûreté du Québec augmente ses efforts de sensibilisation aux différentes techniques utilisées par les fraudeurs. J'en discute avec la sergente Béatrice Dorsainville. Madame Dorsainville, bonjour. Bonjour. C'est le mois de la prévention de la fraude et la Sûreté du Québec fait beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. On vous rencontre aujourd'hui parce que les fraudeurs innovent eux aussi. Il y a certaines techniques auxquelles on était habitués. On a tous été le légataire d'un riche prince de la Côte d'Ivoire par courriel. On a reçu toutes sortes de fraudes là, qui reviennent. On les connaît. Par contre, il y en a des nouvelles. Donc, parlons-en, Mme Dorsainville. Quelles sont les nouvelles techniques ou les techniques les plus utilisées, si on veut, des fraudeurs? Oui, tout à fait. Comme vous le dites, là, il y a différents stratagèmes, mais il y en a de plus en plus. On a, par exemple, les fraudes téléphoniques de paiement urgent. Okay. Donc, souvent, là, dans ce type de fraude-là, les fraudeurs vont mentionner qu'un proche est en difficulté.
On a beaucoup entendu parler de la fraude petit-fils. Ça peut être un petit-fils, ça peut être une fille, ça peut être une nièce. Alors, les gens se font passer pour une personne qui est en difficulté. Par exemple, elle peut être détenue et puis elle demande un paiement urgent parce qu'on va lui confisquer son cellulaire. Donc, on demande un paiement urgent. Et les fraudeurs, dans ce type de fraude-là, jouent sur le sentiment d'urgence. Oui. Donc, ce que ça va créer chez les personnes, un stress, un sentiment d'urgence. Donc, on cherche à soutirer des informations personnelles pendant que la personne ressent ces émotions-là. Donc, ça, c'est un type de fraude qui a été beaucoup utilisé là, dernièrement. Oui. On l'a Donc, vu c'est aussi important par courriel. Hein? On recevait des courriels avec, en majuscule, urgent. On se faisait dire qu'on était recherché par Interpol, toutes sortes de choses comme ça aussi. C'est la même technique, finalement. Souvent. Et puis, ça peut sembler crédible, hein, souvent dans les courriels. Par contre, il faut porter attention aussi aux fautes d'orthographe, parce que ça peut arriver dans ce type de courriel-là que c'est plein de fautes d'orthographe. Souvent, ça peut être des messages anglophones aussi qui ne sont pas très bien traduits. Oui. Donc, si on voit qu'on a un doute, de toute façon, on ne répond pas à ce type de courriel-là, si c'est par courriel, bien sûr. Oui, bien sûr. Et là, on sent quand même que c'est un type de fraude qui va aller chercher surtout des personnes plus âgées. Oui, tout à fait. Donc, les fraudeurs savent quelle clientèle cibler. Donc, une clientèle qui va peut-être plus être à la maison là, pour répondre à ce type d'appel-là et puis qui va vraiment vouloir aider la personne en difficulté. Alors, eux sont capables de déceler ça. Oui. Alors, ça, c'est un type de fraude qui est courant. On a aussi la fraude, comme vous venez de parler, par courriel, mais il y a également la fraude par message texte. Oui. Alors, souvent, on peut en recevoir à toute heure, là, même parfois, les textos peuvent entrer la nuit. On reçoit des textos. C'est important de ne pas cliquer là, sur les liens qu'on reçoit, ne pas télécharger le contenu ou les pièces jointes qui peuvent être annotées à ça. Et puis, souvent, ça peut nous dire que, par exemple, ça vient d'une instance gouvernementale ou d'un organisme d'application de la loi qui nous dit qu'il va nous virer des fonds, donc de cliquer sur le lien pour recevoir les fonds. Donc, c'est important de ne pas cliquer là-dessus. Puis de savoir aussi que les organismes d'application de la loi ne fonctionnent pas de cette façon-là là, pour soit virer des fonds ou vous demander des fonds. Ça va plutôt être par courrier qui vont communiquer avec vous. Déjà, justement, là, bon, on parle de quoi ne pas faire quand on reçoit ce type d'information-là. Mais est-ce qu'on doit la mentionner, la signaler à une instance, par contre? Oui, tout à fait. Bien, tout type de fraude là, dont on aborde aujourd'hui, c'est important de le signaler aux policiers. Donc, votre service de police local étant la Sûreté du Québec là, dans votre région, puis également au Centre de services antifraude, là, Antifraude Canada. C'est important de mentionner et de signaler ces fraudes-là pour qu'eux puissent les colliger et puis qu'ils soient capables aussi de voir, de répertorier par région là, qu'est-ce qui se passe puis quelles actions sont nécessaires. Parce que nous, on fait beaucoup de prévention, de sensibilisation. C'est plus facile pour nous si on sait que dans un secteur donné, bien, on a beaucoup d'un tel type de fraude. Fait que ça va être plus facile là, de cibler nos actions en vertu de ce type de fraude-là. Oui, en région, dernièrement, on se rend compte que les fraudeurs sont plus près de nous qu'on le croyait. On avait l'habitude, surtout que ça se passe par justement les réseaux sociaux, les courriels, le téléphone. Récemment, des gens ont été victimes de fraudeurs qui cognaient aux portes ou qui se faisaient passer pour des propriétaires de logements. Comment on s'y retrouve là-dedans? Comment on peut faire confiance aux gens? Oui, la sollicitation là, en personne, hein, par porte-à-porte. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser entrer les gens parce que ces personnes-là qui font ce type de fraude peuvent être insistants là, pour entrer chez vous, puis regarder, vous soutirer des informations. Donc, ne pas laisser entrer les personnes. Puis, s'il y a quelque chose, vous prenez les coordonnées ou vous lui demandez de vous donner une carte. Oui. Puis vous allez rappeler, mais vous ne répondez pas, puis vous ne donnez pas d'informations personnelles à ces personnes-là, même s'ils sont très insistants. Puis, comme on vient de le dire aussi, c'est important de le signaler. Puis, souvent, les compagnies, on avait comme des employés, là, des faux employés de Bell ou Cogeco là, qui disaient qu'ils passaient. Alors, souvent, ce ne sera pas leur façon de faire non plus à ces compagnies-là là, qui vont fonctionner plus par courrier, s'ils ont un service à nous offrir, ou qui vont plus rarement là, faire du porte-à-porte. Puis même si ça s'avère fondé, ces gens-là, si ce sont de vrais employés, vont souvent avoir une carte d'affaires qu'ils pourront vous remettre. Puis ça va être possible pour la personne de vérifier, d'appeler à ce numéro-là pour s'assurer de la validité là, de la personne qui s'est présentée ou pas de la porte. Et surtout, normalement, on ne devrait pas avoir à payer à cet employé-là ou à donner nos informations bancaires à cet employé-là qui vient nous proposer un nouveau service, là.
Non, jamais. Puis ça m'amène sur un autre type de fraude quand vous me dites ne pas donner de choses. On a aussi eu la fraude là, par hameçonnage là, qu'on appelle. C'est des gens qui appellent les personnes chez eux puis qui leur disent qu'ils ont été victimes de fraude. Donc, ils les gardent en ligne puis disent qu'un employé va passer. On leur demande de mettre leur carte bancaire là, dans une enveloppe puis qu'un employé de leur service va passer la récupérer. Donc, ils mettent ça à l'extérieur sur le pas de la porte. L'employé passe, donc le fraudeur récupère la carte. Puis, fait que c'est important de ne jamais donner les cartes, mettre ça sur une enveloppe à l'extérieur, parce qu'avec ça, ils ont toutes vos données. Oui, vous me faites penser d'ailleurs à un type de fraude dont moi-même j'ai failli être victime sur le marketplace de Facebook, des gens qui vous font payer par une espèce d'intermédiaire un peu nébuleux. Ça aussi, c'en est une assez efficace ces derniers temps. Je ne sais pas si du côté de la sûreté, c'est quelque chose qui vous a été signalé. Oui, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais c'est pour ça qu'on dit d'utiliser vraiment des sites de transactions légaux, hein, des sites un peu privilégiés, là, les applications qui viennent des sites officiels. Souvent, là, il va y avoir une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone pour payer via ça. Ou toujours utiliser des sites là, qui commencent par HTTPS, des sites sécurisés, c'est important. Tout à fait. Puis de prendre les précautions nécessaires. Là, si on est capable d'avoir, par exemple, les identifications à double facteur, là, que ce soit sur le site de Desjardins ou autre, c'est important de prendre ça aussi pour conserver ces informations. Il y a des nouvelles arnaques un peu différentes aussi dont on entend un peu plus parler. On parle de l'arnaque amoureuse. Qu'est-ce que c'est exactement, ce concept-là? Oui, souvent les gens vont aller sur des sites de rencontres, puis les personnes avec qui ils discutent bien, sont à l'extérieur, là, bien souvent ne sont pas au pays. Puis ils discutent, les discussions, là, ils créent un contact, ils créent un lien. Souvent, c'est sur le long terme, ça se fait sur des jours, des semaines, même des mois. Donc, il y a un sentiment de confiance qui se crée. Qui s'installe. Oui. Et au fil du temps, bien, la personne va demander de l'argent pour différentes raisons. Du moment que le sentiment de confiance, comme vous venez de le dire, est instauré, la personne va demander des fonds, que ce soit pour être en mesure de se déplacer, de voyager, d'aller retrouver cette personne-là ou toute autre raison. Donc, les personnes ont confiance, tombent en amour avec ces personnes-là, leur envoient de l'argent. Puis, au final, pour se rendre compte, des fois, des semaines, des mois plus tard, que finalement, cette personne-là n'existe probablement pas. Puis, s'être fait délester de plusieurs, des fois, ça peut aller à plusieurs milliers de dollars. On en a parlé un peu tantôt, les personnes âgées sont souvent plus ciblées, la population est vieillissante aussi, c'est comme plus facile d'atteindre ces gens-là. Nous, comme parents, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous laisser croire que peut-être là, notre grand-père, notre mère, notre père est victime d'une arnaque frauduleuse sans vraiment s'en rendre compte? C'est difficile de voir, hein, ça dépend si est-ce que c'est une personne qu'on voit tous les jours ou ça va être difficile de détecter ça. Souvent, la personne n'en parlera pas, puis il va en parler du moment là, qu'elle commence à avoir des doutes, puis que là, ça fait plusieurs fois qu'elle donne de l'argent. Fait que c'est vraiment de sensibiliser ces personnes-là. Je pense qu'il faut jouer là-dessus, là, vraiment, qu'ils soient au courant de ce type de fraude-là, que ça existe. Donc, ils vont savoir d'emblée que s'ils vont sur ce type de site pour faire des rencontres, ils vont être plus prudents à la base. C'est pas nécessairement évident à déceler là, pour les proches. Si on est nous-mêmes victimes d'un vol d'identité, ça peut quand même être sournois, on ne s'en rendra pas compte nécessairement tout de suite. Ce serait quoi les signes justement qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille? Oui, tout à fait. Bien, en fait, si vous pouvez recevoir, des fois, on se rend compte que nos comptes ont été hackés, donc on est rendu avec on peut recevoir des nouveaux courriels, on est rendu avec d'autres comptes à nos noms, ou on peut même recevoir des lettres, là, mais que, en fait, nous, on n'a jamais fait affaire avec ces organismes-là. Fait que c'est pour ça que pour contrer ce vol d'identité-là, c'est important, là, quand vous jetez des documents, là, des lettres qui vous sont adressées avec des renseignements personnels, on demande de ne pas mettre ça dans les bacs de recyclage, de déchiqueter avant ou de déchirer, à tout le moins, pour que quelqu'un qui pourrait avoir accès à votre bac de recyclage, parce que c'est une façon de faire, là, dans les poubelles, dans un bac de recyclage, bien, qu'il n'ait pas accès à ces informations-là. Puis, alors, c'est ça. Ça va être important de... Et puis là, vous me disiez qu'au Québec, on a un malheureux record au niveau du vol d'identité.
Oui, c'est ça. Bien, écoutez, là, on est dans la 20e édition du mois de la fraude, là, la Sûreté du Québec, avec différents partenaires. Puis, selon là, le Centre antifraude du Canada, bien, le Québec se place au premier rang au Canada en 2023, donc pour l'année passée, en ce qui concerne les vols d'identité, les fraudes au niveau de l'identité. Puis à ce moment-là, c'est quoi les recours? La Sûreté ouvre des dossiers, puis vous tentez de... Est-ce que ça peut se régler, un vol d'identité, ou on est pris avec ça? Ça peut se régler. Ça peut être long, par contre, mais avec les différentes instances, avec les institutions financières qui sont concernées, ça peut se régler, mais ça peut prendre quand même un certain temps. Oui, la Sûreté du Québec, quand on signale le tout, il peut y avoir une enquête qui est ouverte, là, selon la situation. Okay. Puis, mais parfois, les personnes sont difficiles à retracer et souvent, comme on disait tout à l'heure, les fraudeurs ne sont pas nécessairement au pays, ce qui complexifie là, le travail des enquêteurs dans ce type de dossier-là. Donc, c'est pour ça que c'est difficile parfois là, de les résoudre, de trouver des suspects dans ça. Au courant de ce mois, donc, de la prévention de la fraude, est-ce que la Sûreté organise différentes activités pour sensibiliser les gens? Oui, alors on a le livret, là, comme je pense vous le montrez à l'écran, la fraude en 3D, là, qui a été développée dans le cadre d'une collaboration avec la Sûreté du Québec, la Banque du Canada, le Centre antifraude du Canada et différents partenaires. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation là, qui est faite en partenariat avec ces partenaires-là, que ce soit dans les écoles, dans les résidences de personnes âgées. Alors, on invite les gens à consulter ce livret-là, qui est disponible aussi sur notre site. Ça donne des conseils de sécurité. Ça parle un peu de ce qu'on vient d'aborder, les différents types de fraudes qui sont les plus fréquents. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sensibilisation et de messages de prévention là, qui sont envoyés. On le fait durant toute l'année, sauf que particulièrement le mois de mars est associé au mois de la fraude. Donc, on accentue les actions. Exact. Parfait. Donc, on invite les gens à être prudents. Dans le doute, on vérifie les informations toujours. Et de signaler à la Sûreté du Québec et au Centre antifraude là, tout type de fraude ou ce qui vous semble louche. Puis même si des fois, ce n'est pas fondé, bien, vous l'aurez signalé. Puis si ce n'est pas fondé, ce n'est pas plus grave que ça, mais au moins, si vous avez un doute, de contacter les autorités. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dorsainville. Bienvenue. Le maire Michael Pilote nous fait part des avancements dans les différents dossiers concernant les sinistrés et l'espace bleu. Il commente au passage la démission du maire des Éboulements, Pierre Tremblay. Martin Ouellette l'a rencontré. Michael Pilote, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, qu'on fasse le tour des différents dossiers. Puis je voyais toute la liste des dossiers qu'on a dressés ensemble avant l'entrevue. Puis ma première question, ce serait, aujourd'hui, votre priorité, ça serait quoi? La priorité de la Ville de Baie-Saint-Paul, je dirais, c'est de faire avancer le dossier des fameuses inondations du 1er mai 2023. C'est encore ça, votre priorité? Oui, c'est encore la priorité. Hein. Ça va faire bientôt 1 an. Au quotidien, on a encore de multiples rencontres, que ce soit avec nos partenaires de la sécurité publique, l'environnement, que ce soit avec le fédéral, avec les gens même, hein, les gens qui habitent sur les rues, que ce soit Saint-Joseph, que ce soit sur la rue Ménard. Les gens ont encore plusieurs enjeux auxquels ils doivent composer au quotidien. Donc ça, les inondations, ça nous impacte encore au quotidien. Dans les dernières semaines, au conseil municipal, les citoyens sont venus dire qu'ils avaient besoin de soutien, mais pas nécessairement de soutien financier. Je dirais plus de soutien pour être capable de passer à travers les exigences des programmes d'indemnisation. Comment la Ville va réagir face à cette demande-là? Parce qu'on parle plus d'un soutien technique que d'un soutien financier dans ce cas-là. Bien, déjà, au moment où on se parle, on a tenu quand même une rencontre avec 4 personnes là, qui étaient le porte-parole des gens là, qui sont sinistrés dans le secteur. Okay. On a pu les écouter. En même temps, on a eu déjà des rencontres là, avec la députée là, Kariane Bourassa et on va les rencontrer encore là, prochainement avec possiblement des gens du ministère de la Sécurité publique. Donc, on pourra les accompagner pour essayer de regarder là, si on est en mesure de faire changer là, quelques dispositions dans le programme d'indemnisation des sinistrés. Oui. C'est pas complètement, là, c'est pas très facile, pardon, d'arriver dans ces programmes-là. Hein. Il y a des délais, il y a des choses qui sont déjà là, prescrites par la loi et on va regarder qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour améliorer les délais. Je vous donne un exemple. Mais aussi les procédures, il n'y a pas que les délais. Là. On dit c'est lourd, on dit les gens ne seront pas capables de passer à travers toutes les exigences du programme. On nous demande des reçus, on nous demande des soumissions, on nous demande une panoplie d'informations.
qui sont durs à réunir. Ils ont demandé de l'aide là-dessus. Oui, bien, c'est justement... Comment cette aide-là va se faire? Le programme ne vient pas de la Ville, donc nous, on n'a pas la décision finale à ce niveau-là, mais lorsqu'on s'assoit avec le politique et la fonction publique, bien, on vient faire une force de frappe qui est plus importante. Donc, on s'assoit et on regarde, bon, si on dit que c'est 18 mois pour réaliser les travaux, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une plus grande latitude et de dire, est-ce qu'on peut mettre ça à 24 mois, tout cela? C'est des choses qu'on va regarder et qu'on est déjà en train de dialoguer avec la députée et avec les équipes gouvernementales. Donc, on prévoit rencontrer encore les porte-paroles prochainement. Et subséquemment à ça, on prévoit de tenir une rencontre d'information pour l'ensemble des sinistrés. Ce ne sera pas une rencontre comme on a connu là, ce printemps, cette rencontre-là? Oui, elle va être ce printemps. Là, ça s'en vient, on est en train de la planifier. Et possiblement plus sous forme de kiosque. Donc, les gens qui ont des informations au niveau financier pourront aller à tel kiosque. Les gens qui veulent plutôt s'informer sur les murs, qui ont les ouvrages de protection qui ont été érigés au courant des derniers mois pourront aller à ces kiosques-là. Les gens qui ont des informations sur les programmes du ministère de la Culture, entre autres, pour venir en aide aux résidences patrimoniales. Il y aura d'autres kiosques qui sont sur ce sujet-là. Donc, on veut vraiment donner de l'information sur l'ensemble des sujets et accompagner nos sinistrés là, pour la suite des choses. Maintenant, il y a une situation particulière. Avec les inondations, votre zone inondable 0-20 ans a été doublée, peut-être triplée. Je ne sais pas quelles étaient les proportions auparavant. On se retrouve avec beaucoup de maisons qui ne sont maintenant ni assurables, des maisons non plus qui ne pourront pas bénéficier au niveau du programme d'aide s'il y a d'autres immobilisations. Puis on apprenait également que Desjardins tient à se retirer du marché hypothécaire dans les zones inondables au Québec. Comment tout ça, ça impacte la suite des choses? Il y a plusieurs choses dans ce que vous mentionnez. C'est clair que Mais les maisons perdent la valeur. Personne ne veut acheter une maison non assurable et pas finançable. Mais ça, il y a quand même des choses qui ont bougé. De un, la cartographie des zones 0-20 ans, elle est la même aujourd'hui qu'elle était le 1er mai dernier. Hein. Ça n'a pas changé. Non, ça, c'est encore la même chose, mais on va avoir de nouvelles cartes qui vont être produites par le ministère de l'Environnement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais au moment où on se parle... On va élargir la zone inondable. Ça va être à voir. Peut-être que ce sera la même chose, peut-être que ce sera différent. Il faut prendre en compte, nous, du moins, on croit, il y a quand même des ouvrages de protection qui ont été érigés. Il y a certaines municipalités au Québec qui ont été victimes d'inondations et qui ne peuvent pas compter sur des ouvrages comme on a à Baie-Saint-Paul. Et ce qu'on a mis en place sur la rue Ménard, il y a des professionnels qui nous parlent même d'un barrage. Donc, c'est totalement différent. Et ça, on croit que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques doit le prendre en compte. Si on regarde maintenant la question des institutions financières, Desjardins avait annoncé en grande pompe qu'elle se retirait du financement en zone inondable, mais dans les derniers jours, le mouvement Desjardins a quand même assoupli ses exigences et maintenant peut, à certaines situations, là, venir on parle d'un financement pouvant atteindre 65 Bien, ça, c'est plutôt aux gens de chez Desjardins là, qui pourraient vous informer davantage sur les modalités du programme, mais au moins, on a une confirmation de la part du mouvement Desjardins qu'ils ont revu leur décision et que sous certaines conditions, il y a possibilité d'aller effectuer des prêts hypothécaires. Donc, pour des gens qui sont avec Desjardins, ça veut dire que tout n'est pas noir et qu'il y a possibilité de revendre leur maison dans le futur. Donc, on encourage les gens à communiquer avec leur institution financière et à valider les différentes possibilités qui s'appliquent à eux. Donc, vous pensez que la réalité sera beaucoup moins stricte que ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines déjà? Définitivement. Les choses bougent et déjà depuis le 1er mai dernier, on a quand même travaillé à faire évoluer. Hein. Au ministère, on a fait bouger des choses. Au niveau de Desjardins, on est content que nos différentes revendications ont pu porter attention auprès de la haute direction du mouvement Desjardins et on espère encore que le tout va bouger dans les prochaines semaines puisqu'on ne peut pas abandonner les gens comme ça. Et la cartographie des zones inondables qui va être revue pour l'ensemble du Québec, on travaille justement... devrait placer le débat. Là. On parle de quoi? On parle de quelle zone exactement? Oui, effectivement. Et on a des discussions là encore. Là, je rencontre le ministre de l'Environnement prochainement et on va faire valoir encore nos différents argumentaires pour qu'on puisse, là, dans la mesure du possible, là, avoir une zone là, qui soit restreinte pour Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer les coûts de tout ça présentement? Parce qu'il y a des coûts à venir, il y a des coûts dans l'urgence, il y a des coûts temporaires pour les ouvrages que vous avez faits cet hiver. Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une idée de ce que nous a coûté jusqu'à présent, de ce qu'ont coûté les inondations? C'est difficile, mais c'est sûr que c'est plus d'1 million. On parle de plus d'1 million dans qu'est-ce qu'il a coûté. On s'approche autour du 1,5 million. Parce que dans tous les programmes, vous devez financer au moins 25 des investissements. Habituellement, de la façon que ça fonctionne, c'est que le gouvernement du Québec là, finance 75 des dépenses qui sont admissibles, alors que la Ville en finance un 25 Mais lorsqu'on regarde pour la suite des choses, les fameux murs de protection ou ouvrages là, qui seront des millions de dollars d'infrastructures. Ça va être plusieurs dizaines de millions. Et ça, le gouvernement du Québec, encore une fois, en paie 75 Et il y a une possibilité que le gouvernement canadien défraie un 20 supplémentaire, donc qui pourrait réduire la part de la Ville de Baie-Saint-Paul autour de 5 Donc, je rencontrerai justement des ministres canadiens dans les prochains jours pour faire valoir nos arguments à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a déjà eu un si gros dossier à la Ville de Baie-Saint-Paul?
Bien, ça fait pas plusieurs décennies que je suis en fonction, mais des gens là, qui sont dans l'appareil municipal depuis plusieurs années me mentionnent que c'est un des plus gros dossiers, là, si ce n'est pas le plus gros, qui a été là, géré là, dans toute l'histoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Mais il n'y a pas que lui. Parlons un peu de l'espace bleu qui devait s'implanter à Maisonneuve. Le gouvernement a annoncé qu'il se retirait du projet général des espaces bleus. Toutefois, il était quand même assez avancé à Baie-Saint-Paul. Première question, est-ce que le gouvernement est propriétaire du bâtiment ou est-ce que le bâtiment où l'espace bleu était prévu à Baie-Saint-Paul, l'aile de Maisonneuve qui était prévue à cet effet-là, est-ce que ça appartient toujours à la ville de Baie-Saint-Paul au moment où on se parle? Pour l'instant, c'est toujours la ville de Baie-Saint-Paul qui est propriétaire là, de l'ensemble du complexe Maisonneuve. Donc, il y avait plus ou moins 20 qui devaient là, être vendus au gouvernement québécois. Ça n'a pas eu lieu. J'ai rencontré le ministre Mathieu Lacombe dernièrement avec la députée Kariane Bourassa et on comprend, hein, c'est quand même un chantier là, qui initialement était prévu à 11 millions. Lorsqu'il y a eu l'annonce avec l'ancienne ministre de la Culture, Nathalie Roy et Émilie Foster, le projet était rendu à 29 millions et là, on est autour de 60 millions. Et vous avez mentionné que vous-même, comme maire, vous n'auriez pas été là. Ça va de soi. Si j'avais été le gestionnaire du projet, je n'aurais pas été là avec ça non plus. Donc, il y a quand même des compensations qui vont avoir lieu. On était tout de même avancé. Et Baie-Saint-Paul, en matière de culture, je pense qu'il n'y a pas personne au Québec qui nie la réputation de Baie-Saint-Paul. Il faut se le rappeler, le Cirque du Soleil, les arts du cirque, ça vient de Baie-Saint-Paul, la culture de la peinture, le domaine Simon. Le nombre de galeries d'art, on a le nombre de galeries d'art le plus élevé par habitant au Canada. Et le ministre de la Culture nous l'a spécifié. On va continuer d'être là, mais il y a d'autres projets qui vont pouvoir avoir le financement. Bien, justement, on fait quoi là, maintenant avec cette aile de Maisonneuve qui est maintenant disponible? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous comme possibilité? Bien, c'est sûr qu'il y a quand même, là, il y a le budget du gouvernement du Québec là, qui va être déposé là, le 12 mars, donc mardi le 12 mars. On va pouvoir suivre la suite des choses. L'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, hein, qui est un établissement de second cycle universitaire, avait déjà annoncé qu'ils avaient les yeux sur Maisonneuve, qui avait choisi même Maisonneuve pour s'implanter. Donc, on va suivre, est-ce que ça sera cette année? Est-ce que, bref, il y aura d'autres institutions qui seront intéressées? Mais en matière de culture, si ce n'est pas en éducation pour l'instant, tout ça, Baie-Saint-Paul rayonne de culture et la liste de projets culturels auxquels le gouvernement du Québec peut être partenaire avec nous, elle est très longue. J'avais une rencontre aussi ce matin avec la députée et on a regardé différents projets. Là, il est encore trop tôt pour procéder à des annonces, mais c'est clair et certain qu'on va travailler sur d'autres projets porteurs là, pour faire rayonner Baie-Saint-Paul et l'ensemble de la région de Charlevoix. Parlons maintenant de la MRC et puis du départ de Pierre Tremblay, qui était préfet de la MRC de Charlevoix. D'abord, votre commentaire sur le départ de Pierre Tremblay. Bien, c'est une surprise. Hein? Nous, quand Pierre nous a annoncé son départ, suite également à soit des problématiques de climat de travail, soit avec des problématiques avec certains citoyens, mais on a été surpris puisqu'on ne le savait pas à la MRC que Pierre vivait ce type de problématique. Ni du côté des médias. Non, je pense que ça a été la surprise de tout le monde. On perd quelqu'un vraiment là, qui était dynamique. Pierre était quelqu'un qui avait une vision régionale, qui était toujours ouvert aux nouveaux projets. C'est quelqu'un, lorsqu'on avait besoin aussi, qu'on lui demandait « Pierre, peux-tu être là avec moi à telle rencontre ou à tel événement? » Pierre répondait toujours présent. Donc, c'est très désolant là, de savoir que Pierre quitte, mais en même temps, si c'est sa décision et il l'a pensé à lui, donc il n'était plus capable de continuer. Et ça, je pense qu'il faut penser à nous là, une fois de temps en temps. Et ça ouvre la question, bien sûr, de son remplacement. Historiquement, le maire de Baie-Saint-Paul, qui a un droit de veto à la MRC, n'a jamais été préfet, ou en tout cas presque jamais. Je sais que Jean Fortin, en tout cas votre prédécesseur, n'a jamais été préfet. Pourtant, vous bénéficiez d'un concours de circonstances où vous êtes devenu, suite aux inondations, quelqu'un que l'on reconnaît, puis quelqu'un qui défend des dossiers qui sont plus juste locaux. Vous êtes maintenant dans des dossiers provinciaux, là, notamment le cas des inondations. Il semble que la porte s'ouvre pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est une réflexion. Hein. C'est une réflexion déjà depuis le départ de Pierre, depuis l'annonce du départ de Pierre. Pierre n'est pas encore parti, mais c'est sûr que c'est une réflexion qui s'est entamée et on va discuter là, plus amplement avec mes collègues. Hein. C'est une décision qui se prend avec l'ensemble des maires de la MRC de Charlevoix. On est 6, donc la décision se prend à 6. Historiquement, on avait décidé de ne jamais mettre le maire de Baie-Saint-Paul là. De toute façon à s'assurer qu'il y ait un ballon. Parce qu'il faut le dire, vous avez quand même un droit de veto là, sur toutes les décisions de la MRC, comme ville de Baie-Saint-Paul. On a la double majorité puisqu'on représente plus de 50 % de la population, mais en même temps, moi, je pense que quand la ville de Baie-Saint-Paul, qui est la ville-centre, rayonne, c'est l'ensemble de la MRC qui rayonne également. Hein. Et la dernière personne qui était titulaire de la charge de maire de Baie-Saint-Paul et qui a été préfète, c'est Mme Jacinthe Bessimard, hein, qui a été mairesse de Baie-Saint-Paul dans les années 80-90. Elle avait été préfète et même présidente de la FQM. Donc,
lorsque j'entends l'argument « Ah, Baie-Saint-Paul, ils ont déjà beaucoup de dossiers à régler, ils n'ont pas le temps pour ça », moi, c'est des arguments que je balaie du revers de la main et je crois que d'être préfet, c'est pas exclusivement de dire « Bon, ben je préside le conseil des maires et en même temps, je me déplace dans l'ensemble des municipalités de la région », c'est aussi d'être capable d'aller à l'extérieur de la région, d'aller chercher l'argent pour la région et de faire rayonner Charlevoix. C'est là que vous voyez le rôle du préfet. Mais moi, je pense que de plus en plus, cette tâche-là revient au préfet et il faut travailler à l'extérieur de la région pour aller chercher notre part du gâteau. Et comme je vous dis, on va en discuter amplement avec mes collègues. On verra qui est la bonne personne pour représenter l'ensemble. Croyez-vous qu'une situation comme dans la MRC Est pourrait se produire, alors que Michel Couturier, le maire de la Malbaie, qui a également la double majorité là-bas, est maintenant préfet adjoint? Pensez-vous que c'est possible également? Je crois que tout est possible, mais ça sera une décision de mes collègues. Michael Pilote, merci d'être venu nous voir, de faire le tour des dossiers et à la prochaine. Merci. Bonne journée. La saison des sucres est commencée, mais rares sont les cabanes commerciales dans la région. Nous sommes allés visiter celle de Petite-Rivière-Saint-François pour vous la présenter. Sur tout le territoire de Charlevoix, une seule cabane à sucre commerciale offre le repas en salle et c'est à l'authentique cabane à sucre du domaine Allégorie à Petite-Rivière-Saint-François que ça se passe. Déjà, pour commencer, l'Authentique Cabane, c'est quand même c'est la renaissance, on dit tout le temps que c'est la renaissance d'un des volets qui est important ici par rapport à l'héritage du domaine Allégorie, parce qu'il se fait traditionnellement du sirop d'érable puis la tradition des sucres depuis des centaines d'années déjà. Là, maintenant, on opère différents services avec la cabane, mais essentiellement, là, grosso modo, c'est les repas, les tablés traditionnels. On a 2 formules. Dans le fond, on a la formule trad, où les gens sont invités à venir. C'est des grandes tablées, donc tous les services des gens sont servis en même temps. C'est assez copieux. On a, dans le fond, c'est comme un 3 services, mais avec beaucoup d'éléments dans les 3 volets de service. Donc, c'est à volonté. C'est des produits, on travaille avec les producteurs de la région essentiellement. Un menu vegan et une option sans gluten sont aussi disponibles pour ceux et celles qui le souhaitent. Une formule repas avec veillée musicale est offerte lors des services en soirée autour de 20 h. La coopérative Affluent qui opère le lieu compte sur plusieurs partenaires qui s'investissent dans les activités de la cabane. Nous, on est en collaboration là, depuis le début de la coopérative ici, parce que c'est un des volets de la coop, l'Authentique Cabane, avec l'auberge à Courtepointe qui est membre producteur. Fait qu'on travaille ensemble avec un partage de ressources notamment. Fait que le menu a été développé par je dirais Isabelle et l'équipe de la Courtepointe, les cuisinières. Donc, c'est Claire, Paulette et Isabelle, là, essentiellement, qui sont les maîtres d'œuvre au niveau de la cuisine ici. Au niveau de la production acéricole, c'est la coop de l'Arbre qui est en charge depuis le début du projet. Le temps des sucres, bien qu'il soit assez court, occupe une portion importante des activités de la coop qui opère également une auberge de jeunesse et un café. La cabane, ça représente quand même le 1/4 des revenus de l'organisation. En termes de revenus, c'est le 1/4, fait que c'est quand même un bon morceau de notre activité. C'est en 2 mois là, quand même, fait que c'est une courte période. Mais c'est aussi que ça permet de faire vivre le lieu ici aussi dans une période qui est peut-être un peu plus creuse habituellement, qui est le printemps. Puis ce qu'on aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a une connexion vraiment directe aussi avec la communauté charlevoisienne. Bon, on a des gens de partout qui viennent, là, de Québec, de la France, de l'Europe, tout ça, mais les Charlevoisiens sont au rendez-vous aussi à la cabane, fait qu'on est bien contents de ça. Bien que le climat soit changeant, l'Authentique Cabane assure une saison des sucres à date fixe. Nous, c'est toujours du 1er mars à la fin d'avril. Je vous dirais qu'on fait des réserves de neige, particulièrement cette année, dans des boîtes, dans le caveau. Oui. Parce que sinon, on va en manquer d'ici la fin de la saison et on a eu le 1/3 de l'accumulation de neige qu'on a normalement dans Charlevoix. Fait qu'évidemment, ça a un impact. Au niveau de la production, on verra, mais pour ce qui est de la poursuite des activités, assurément qu'on va être là jusqu'à la fin du mois d'avril. Neige, pas neige, on a des réserves.
Un rallye des sucres y a été aménagé à travers les tubulures, le caveau et la vieille cabane. Une belle activité pour digérer votre festin. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.